Madame, Messieurs, merci de suivre ce magazine kiosque de ce jeudi 18 mai 2023. Merci de nous rester fidèles. Nous allons analyser l'actualité avec nos deux invités. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par la commémoration de la date du 7 mai consacrée aux forces armées de la République démocratique du Congo. Cette journée jadis était célébrée ou consacrée à l'entrée des troupes de l'AFDEL en République démocratique du Congo, mais désormais elle est consacrée au FARDC. Nous allons analyser la célébration de cette journée. Autre sujet d'actualité, nous allons donc nous rendre à l'hémicycle du Palais du Peuple avec cette décision du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga, qui promet des sanctions à l'encontre des députés absentéistes. On va soit rabattre leur salaire ou ils seront invalidés. Voilà. Nous allons analyser cette décision du président de l'Assemblée nationale. Autre sujet d'actualité, c'est le processus électoral. La loi sur la répartition de sièges qui n'est pas encore examinée au niveau du Parlement, alors que la session en cours tend à sa fin. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Et puis, la République démocratique du Congo a été hissée parmi les 10 pays africains les plus riches grâce à la production minière et aux réformes structurelles mises en place par les autorités. Les produits intérieurs brut de la RDC a atteint 69 milliards de dollars américains, soit une augmentation de 6 milliards par rapport à 2022 qui avait 63 milliards de dollars. On parle d'un paradoxe par rapport à la situation de la population. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités qui sont à deux. Je le disais, Sernseka, bonjour. Bonjour madame, heureux de me retrouver sur ce plateau de kiosque. Salutations à l'équipe et surtout aux téléspectateurs qui nous suivent à travers le pays et même en dehors du pays. Merci pour cet accueil, merci pour ce moment de télé que j'estime, j'espère que ça sera agréable pour tout le monde. Voilà. Merci Sernseka. Alors Sernseka sera face à Eric Izami. Bonjour Eric. Bonjour madame Gisèle, bonjour à nos téléspectateurs et particulièrement bonjour à mon aîné. C'est toujours un plaisir de pouvoir rencontrer des gens qui nous ont encadrés depuis tout petit, venant en stage à Raga. Je vois encore l'aîné, Serge Nseka. Donc, merci pour l'invitation. Ok, Eric, alors je reste avec vous. Le 17 mai, c'était hier. C'était la célébration des forces armées. Avant, c'était l'entrée de l'AFDEL. Hein. La date a été maintenue, mais avec, on célèbre pas l'AFDEL, l'entrée des troupes de l'AFDEL, mais les forces armées de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous pensez de cette date? Alors, ça m'offre comme ça l'occasion de pouvoir réitérer mon soutien aux vaillants soldats de FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, ces jeunes gens, femmes comme hommes, qui ont choisi de servir l'État sous les drapeaux, qui sont là en train de se battre nuit et jour pour nous assurer tant soit peu l'intangibilité de nos territoires, de nos frontières. Ils sont vraiment à soutenir, donc c'est l'occasion de le dire. Mais hier, au fait, les années sont passées. On a totalisé 26 ans jour pour jour depuis que le maréchal s'en est allé et puis les autres sont venus avec l'AFDEL et tout ça. Mais je reste toujours sur ma soif. Et puis, au courant de plusieurs émissions que nous avions pu faire ici, j'ai toujours rappelé que souvent chez nous, nous passons à côté de l'essentiel. Je me rends compte que lorsqu'on était allé au niveau de Sun City pour faire des discussions, parce qu'après l'AFDEL, le pays a été partitionné, divisé, décomposé, il y a eu la mort de Laurent, etc. Mais on s'était dit quoi à Sun City? Que l'on devrait refaire l'armée, recréer l'armée. Et celle-là devrait être réellement professionnelle, nationale, républicaine, et puis surtout dissuasive. Même avant ça, lors des années 90, lors de la conférence nationale souveraine, il avait été attesté et même noté que l'on devrait créer de bases militaires partout où il y avait de velléités éventuelles de pouvoir être attaqué par les voisins. Nous en avons 9. Mais parmi les 9 voisins, nous connaissons que généralement c'est du côté de l'Est qu'on nous fait des incursions. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais pu mettre en place ces différentes bases militaires-là. Et c'était juste pour moi une occasion pour illustrer un peu comment est-ce que nous passons en dehors de la plaque. Bon. Mais entre-temps, je reste celui qui soutient l'armée nationale de mon pays et je suis sûr
que nous sommes des petits-fils de ceux-là. Je ne voudrais pas citer les noms parce qu'on dira, lui, il est souvent nostalgique. Mais c'est la réalité. Parce que ces gens-là vont nous permettre d'avoir la paix. Et si on a la paix, on pourra mettre en œuvre tout ce que vous avez énoncé comme sujet, notamment pour les élections. Pour avoir des élections, il faut que tous les 145 territoires soient en paix. Voyez-vous, de manière absolue, jusqu'au moment où vous et moi parlons, Routu n'a pas reçu la visite de la CENI. Niragongo, une partie. Ça, c'est pour le Nord Kivu. Djougou, Mahagi, Irumu, pour l'Ituri. Plusieurs parties là-bas n'ont pas reçu la visite de la CENI. Et puis, proche de nous ici, Kwamut, dans les Maïndombe, ça n'a pas toujours reçu la visite de la CENI. Non pas parce que la CENI ne veut pas. La CENI est au point pour venir. Mais, puisque la sécurité n'y est pas, voilà. Alors, le débat hier, c'était par rapport à cette date, hein, parce que cette date avant, c'était on commémorait les troupes de l'AFDEL, leur entrée, mais on a changé pour parler de la journée de forces armées. Mais pour certains, on doit changer la date parce que l'AFDEL nous a emmené des étrangers, les Rwandais, ici en République démocratique. Ce n'est pas faux, hein, mais je crois que c'était pour justement corriger tant soit peu l'histoire. Avec le président Félix Antoine Tshisekedi, on a dit que cette journée-là puisse être consacrée à l'honneur que l'on doit donner au FARDC. Je crois que c'est de bonne loi et c'est comme ça que j'ai commencé par d'abord réitérer mon soutien à cette armée qui se bat bec et ongle, malgré tout ce qu'il y a eu comme difficultés, malgré tout ce qu'il y a eu comme infiltration, malgré tout ce qu'il y a eu comme... On nous a même dit qu'il y a certaines personnes à qui l'on a donné de l'argent, par exemple, pour aller payer les militaires et que les militaires n'ont pas pu avoir leur solde. Voyez-vous, c'est quand même horrible, non? Mais... malgré cela, ils sont toujours debout pour défendre la nation. Et ça, c'est à saluer. Alors, c'est un de ces cas. Qu'est-ce que vous pensez de cette date? Faudrait-il changer des dates pour célébrer nos forces armées? Parce qu'on dit que les troupes de l'AFDEL qui nous ont emmené tous ces problèmes pour certaines personnes. Voilà, heureux d'être sur ce plateau avec Eric Izami, un jeune frère très brillant, que nous apprécions particulièrement. Et je commencerai d'abord, avant de répondre à votre question, par deux sujets. D'abord, l'installation du syndicat de l'unité de M. Foufou Konzi. Hier, c'était le 17 mai, mais ils ont célébré leur journée à leur manière. C'était chez Africana, où un syndicat qui vient avec des idées innovatrices pour participer à l'évolution, à l'émergence de l'entreprise. Donc, une nouveauté. On a de bonnes chances à eux. On attend voir la suite, qu'est-ce qu'ils apporteront concrètement des nouveaux. Mais sinon, les couleurs sont données et un nouveau syndicat pour le renouveau des entreprises du Congo. Deuxième, et là c'est un coup de gueule, la situation qui prévaut à la prison centrale de Makala, construite en 1957 pour accueillir au maximum 1500 pensionnaires. Aujourd'hui, la prison de Makala dépasse les 11 000 détenus. Et parmi ces détenus-là, il y a peu de condamnés et la grande majorité sont des prévenus. Des gens qu'on a arrêtés pour des motifs X et Y, mais qui n'ont jamais été jugés, mais qui, parce qu'ils ne peuvent pas rester dans des cachots pendant plus de 48 heures, ont été jetés à Makala, des fois dans des conditions extrajudiciaires. Nous plaidons ici pour l'émergence. Vous avez parlé de la richesse du Congo. Mais imaginez dans cet espace-là, si grand soit-il, qu'on puisse héberger 11 000 âmes. Dans quelles conditions d'hygiène? Dans quelles conditions ils peuvent dormir? Et il faut quelle quantité de nourriture pour nourrir 11 000 personnes? Ce qui fait qu'il y a recrudescence des maladies. Les gens sont en train de mourir du fait de la situation d'hygiène. J'en appelle aussi à l'autorité publique qu'on puisse revoir cette situation des prisonniers, parce qu'ils sont toujours congolais, même étant privés des libertés, madame, et que la loi du Congo garantit le droit de prisonnier, les droits à la vie, les droits d'être soigné, d'être dans de bonnes conditions, et peut-être d'être rééduqué et refait pour être utile dans la société. Donc nous sommes en train ici de dire à tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité de faire en sorte que les choses se fassent bien. Et là, dans le fond, il se pose un problème de timing, un problème de vitesse de la justice, quoi. Donc, le juge, le magistrat, peut mettre le temps qu'il veut pour traiter un sujet. Et en dehors même
des intervenants traditionnels, il y a des gens qui peuvent être... Celui-ci qui est gardien de prison, à un certain moment, peut priver un prisonnier de sa liberté, justement parce qu'il décide que la tête de celui-là ne me plaît pas. Il se pose un problème sérieux dans la machine judiciaire de la République démocratique du Congo, et le chef de l'État a raison de se plaindre. C'est-à-dire que la justice, un pays ne peut pas se développer, un pays ne peut pas aller de l'avant si la justice, avec équité, n'est pas établie. Parce que la justice élève une nation, dit-on. Voilà. Le 17 mai, je commence d'abord par le côté politique. Mais tous ceux qui célébraient le 17 mai, qui allaient au centenaire protestant, mais sont aujourd'hui dans l'union sacrée. Je suis passé du côté du centenaire protestant, je n'ai vu pas de monde. Je pense qu'à un certain moment, s'il y a eu des gens, non, même si officiellement, là sur le plan officiel, mais les gens qui ont connu Musée, qui ont cru en sa lutte comme à la lutte de Lumumba ou de Che Guevara, et pour ne pas citer les autres. Mais vous n'avez pas besoin d'une ordonnance du président de la République ou de l'Assemblée pour commémorer votre héros. Voyez comment nous sommes faux. Voyez, et je suis même en train de me dire, ceux qui sont en train de crier Fachi Béton aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vont devenir demain si le pouvoir venait à changer des camps? J'aurais bien voulu, moi, voir des militants, des gens par reconnaissance, dire merci à Laurent Désiré, comme on avait l'habitude de le voir il y a quelques années passées. Souvenez-vous quand le pasteur Ekofo a fait sa prêche. Vous pouvez vous imaginer les visages qui étaient là, dans l'église. Si aujourd'hui on doit réinviter les gens pour aller commémorer Musée dans cette même église, combien iront aujourd'hui? Nous nous présentons, nous adhérons à des projets, non pas par conviction, mais parce que nos intérêts sont là, et c'est malheureux pour un pays, c'est malheureux pour un pays. C'est pas parce que beaucoup estiment que il s'agissait pas d'une libération, plutôt d'une occupation, parce que l'AFDEL, c'est à cause de l'AFDEL qu'aujourd'hui il y a des Rwandais. L'AFDEL est venu avec des Rwandais. Madame Gisèle, à quel moment les ténors de l'AFDEL, qui s'est mieux par la suite au PPRD et j'en passe, se sont rendus compte que l'AFDEL était truffé des Rwandais et des étrangers? À quel moment? Qui avait élevé sa voix à un certain moment pour dénoncer cela? Je pense ceux qui l'ont fait, c'est souvent nos compatriotes de la diaspora, Honoré Mbanda, Boketu Premier et tous les autres. Même Musée lui-même aussi a parlé des conglomérats, des aventuriers. Oui, Musée l'a dit. Musée l'a dit. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu mixage, malaxage, appelez-les comme vous voulez, mais ils sont tous revenus. Tous ceux qui étaient partis sont revenus. Je ne veux pas citer des noms ici, mais notre armée aujourd'hui, si elle continue à avoir des problèmes sur terrain, c'est notamment parce qu'on parle des infiltrations. Le président Bosso a été le premier à demander aux politiciens, à tout le monde de quitter les groupes armés. C'est-à-dire que et les politiciens et les militaires, tous jouent à un double jeu du fait de cette situation et que nous héritons de l'AFDEL qui a continué. Malheureusement, on n'a pas eu des instruments pour tamiser, pour séparer le vrai du faux. Voilà la réalité aujourd'hui. Mais l'occasion de rendre hommage à nos vaillants soldats. Étant moi-même fils de militaire, je pense aux militaires qui ont combattu à la Première Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des Congolais, nos ancêtres, qui ont fait, en tout cas, des hauts faits d'armes, qui ont réalisé des hauts faits d'armes en dehors du pays. Si vous voyez Sayo, Assosa, tout ce que vous voulez, c'est là où on appelait ça la force publique. Et je rends hommage aux soldats des forces armées zaïroises qui, à un certain moment, nous
nous tout petits, enfants, on était subjugués de voir les militaires, de suivre les défilés des militaires. Nous rendons hommage aux jeunes Kadogo qui ont fait des kilomètres pour rejoindre Kinshasa, et nous rendons également hommage à ceux qui sont au front aujourd'hui en train de payer de leur vie parce qu'ils ont fait un serment de servir sous les drapeaux. C'est-à-dire que l'histoire de l'armée du Congo est une. Qu'on ne la dissèque pas, qu'on ne voit pas, d'un côté, il y a ceux qui ont gagné, qui ont vaincu. Non, parce qu'aujourd'hui, si on a vaincu hier l'armée de Mobutu, pourquoi on ne réussit pas à faire la même chose face à l'adversaire? C'est-à-dire que, je reviens sur ce que je venais de dire tout à l'heure, le dé est truffé, le dé est truqué. À un certain moment, on est en train de sacrifier des vies de nos soldats, justement pour des intérêts politiques, pour ceux-là qui pensent que la guerre est un business, la guerre c'est quelque chose qui rapporte gros. Alors, hommage aux vaillants soldats, surtout ceux qui sont tombés sur les champs de bataille, surtout aux soldats inconnus, ceux qui meurent sans honneur, sans tombe. Aujourd'hui, honneur à eux. Merci Sernseka. Il y a Siméon Isako qui nous rejoint. Bonjour Siméon. Bonjour Gisèle. Bonjour à Serge Seka. Bonjour à Eric Iziami. Bonjour. Avec qui nous allons partager ce plateau. C'est vrai, je suis arrivé un tout petit peu en retard. Il y a des embouteillages monstres, je vais ainsi le dire, sur l'avenue de la Libération, mais aussi une partie du 24 novembre. Voilà, 24 novembre, mais aussi une partie du boulevard du 30 juin. J'ai dû abandonner mon véhicule et prendre une moto pour venir répondre au rendez-vous. Merci en tout cas de l'invitation. Alors vous entrez directement dans le vif du sujet, on parle du 7 mai. Alors la question est de savoir, pour certaines personnes, s'il faut célébrer nos forces armées, il faut qu'on puisse trouver une autre date, parce que le 17 mai, c'est la date qui a consacré l'occupation de notre pays par des forces étrangères, la réoccupation, l'agression aujourd'hui. C'est une suite avec cette entrée de l'AFTEF. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Oui, il est vrai que le 17 mai, on a assisté à l'entrée des forces étrangères dans notre pays, qui sont arrivées avec l'effet Laurent Désiré Kabila, les pères biologiques de l'ancien président Joseph Kabila, mais aussi le 17 mai, pour certains, ça a été une journée de la libération de cette dictature de Mobutu, l'emprise de Mobutu. Mobutu avait pris en otage les pays, disaient certains. En fait, il fallait libérer le pays. Est-ce que le débat aujourd'hui, nous devons chercher une autre date pour célébrer les soldats congolais ou bien maintenir cette date du 17 mai? Mais moi, je pense que le débat était déjà clos, parce que ce qui a été fait, si aujourd'hui la date du 17 mai est consacrée aux soldats congolais, c'est parce qu'il y a eu une décision comme ça qui a été prise, et donc le débat à ce niveau-là est déjà clos. Mais il y a des questions à se poser par rapport à cette date. Ceux qui célèbrent cette date, parce qu'ils doivent commémorer la libération de la RDC, ils disent que un nationaliste était ainsi entré au pays et avait ravi les pouvoirs des mains d'un dictateur et consorts. J'ai bien suivi Serge Seka. Ceux qui célèbrent aujourd'hui, les célèbrent par conviction, ou bien ils les célèbrent parce qu'à un moment donné, ils étaient aux côtés de Joseph Kabila, qui est le fils biologique de M. Laurent Désiré Kabila. Bon, c'est lui, grâce à qui aujourd'hui nous célébrons cette date du 17 mai. Parce que Moussa, vous vous souvenez, nous disons de lui que c'était un nationaliste. Effectivement, c'est vrai, il était nationaliste. Mais est-ce que ceux qui ont décidé de célébrer le 17 mai le sont aussi? Est-ce qu'ils sont aussi des nationalistes? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Comment ça? Oui, on voit Chadari célébrer le 17 mai. On voit Olive Lembe célébrer le 17 mai. On voit plusieurs célébrer le 17 mai. Beaucoup de Congolais célébrer le 17 mai. Est-ce que nous sommes des nationalistes? Parce
que si nous célébrons le 17 mai, nous devons avoir cela en esprit. Pourquoi nous célébrons le 17 mai? Est-ce que nous aimons notre pays parce que nous disons que Mzé était venu libérer les pays des mains d'un dictateur? Est-ce que nous aimons ces pays? Il suffit de voir seulement ce qui se passe actuellement avec l'opposition. Excusez-moi de faire ces raccords. Avec ce qui se passe avec l'opposition, je peux me permettre de parler de ces blocs de Lubumbashi. Ils se disent des nationalistes. Ils disent qu'ils agissent parce qu'ils aiment la nation congolaise. Ils aiment leur pays. Mais au fond, les actions qu'ils posent, est-ce que ces actions nous amènent à croire qu'ils sont effectivement des nationalistes? Quelle action, par exemple? Quel nationaliste doit faire? Quelqu'un comme Moïse Katumbi, je ne vais pas parler de lui, mais quand même il faut, parce qu'on parle du nationalisme, on parle du 17 mai, la libération de la RDC. Quelqu'un comme Moïse Katumbi, vous vous imaginez que notre pays est agressé, il s'est dit nationaliste, mais il n'est pas à mesure de dénoncer l'ennemi. Il n'est pas à mesure de dire que c'est elle qui nous agresse. Simplement parce que... Ça va tout changer. Ça va pas changer quelque chose s'il lui dénonce. Si, dans l'opinion, oui. Parce qu'il a des gens qui sont... C'est un leader d'opinion. Il a ses adeptes, je vais dire. Il a ses sympathisants. Il a des gens qui croient en lui, qui peuvent apporter un plus-value dans la lutte contre cette agression. Il ne le fait pas simplement pourquoi? Parce qu'il a des intérêts avec les bourreaux de la RDC. Mais est-ce que celui qui se dit nationaliste peut entretenir des intérêts avec l'agresseur de la RDC? Comment tu es un père, mais tu entretiens de bonnes relations avec celui qui chaque fois vient agresser tes enfants, par exemple? Ça ne s'explique pas. Et donc, qui entretient Moïse Katumbi? Mais qui connaît, qui ne sait pas, il est de notoriété publique, que Moïse a de très bonnes relations avec Paul Kagame, parce que c'est inexplicable que jusqu'à ce stade... a été appelé frère, non? Vous vous souvenez, attention, il ne faut pas comparer l'incomparable. Les chefs de l'État, les chefs de l'État, quand il est venu au pouvoir, je l'ai toujours dit, qu'il a ses méthodes de gestion, ses stratégies de gestion. Il a d'abord commencé par la diplomatie, les relations de bon voisinage. Et quand il a vu que les voisins ne sont pas dans cette politique, c'est ainsi qu'il a changé des méthodes. Et donc, quand nous parlons 17 mai aujourd'hui, nous devons avoir en esprit les combats de M. Laurent Désiré Kabila. Ne jamais trahir le Congo. C'est ce que Mzé nous avait dit. Mais est-ce que nos opposants aujourd'hui, nos politiciens, pour parler en général, parce que ce sont eux les leaders d'opinion, ce qu'ils font, ils le font dans l'intérêt de la nation, ils le font pour ne pas trahir le pays, ou bien ils le font pour sécuriser leurs intérêts égoïstes? C'est cela que nous devons avoir en esprit. C'est pourquoi j'ai eu tendance à dénoncer tout à l'heure les blocs de Lubumbashi. Nous voyons, c'est ce qui se fait avec ces blocs-là. Et donc, qu'est-ce que vous pensez par rapport à ceux qui estiment que c'est Mouzé qui nous a emmené les problèmes le 17 mai aujourd'hui? S'il agression, je l'ai dit à l'entame, il est connu de tous que, en entrant au pays pour chasser Mobutu Seko, Moussa s'était fait accompagner des Rwandais. Et ces Rwandais qui sont restés dans notre territoire jusqu'à un certain moment, il avait estimé qu'il ne pouvait pas mettre en application les accords signés avec ces derniers, mais il avait décidé de les chasser. Mais est-ce qu'ils étaient partis tous? Est-ce qu'il y a des questions à se poser autour de ça? Et donc, dans cette situation que nous connaissons, on a toujours dit que Mzé fait aussi partie du problème. Avec des accords signés. Il fait aussi partie du problème. Nous ne devons pas les dédouaner. Paix à son âme. Il a fait ce qu'il pouvait faire à son temps, il est parti. Mais il fait aussi partie
du problème. Même si nous reconnaissons qu'il est nationaliste, nous devons tout de même dire aussi la vérité, qu'il faisait partie, il fait Merci Siméon. partie, Alors j'aurais avant de passer à un autre problème. sujet, Eric. Il a évoqué la question des accords. Est-ce qu'on en a comme l'impression que ces accords persistent jusqu'à présent et que ça n'a pas encore été, ça n'a pas été solutionné et que c'est à la base de ce problème que nous vivons aujourd'hui? Bon, les uns disent que les accords persistent, d'autres disent que c'est déjà dépassé, mais bon, dans le fait, pour moi, je crois qu'il faut toujours ici prendre la phrase célèbre de Cassius Clay, qu'on a appelé Mohamed Ali. Lui disait, lorsqu'on est dans un combat de boxe et que l'on est par terre, par devers les coups de l'adversaire, il ne faut pas se tenir compte, il faut pas s'en tenir au fait qu'on est par terre. L'essentiel, c'est plutôt de se relever et de continuer. C'est le cas de la République démocratique du Congo. Nous savons qu'on a eu Mobutu, nous savons qu'il a été chassé par Mouzé, nous savons que notre armée a été infiltrée, mais nous sommes par terre. Mais que faisons-nous maintenant pour nous relever et puis avancer? Nous sommes approximativement à 107 millions d'habitants. Il nous faudra tout faire pour donner du goût à nos jeunes gens, pour pouvoir ne fût-ce qu'avoir, par exemple, 1 million de soldats formés, et puis s'ils sont équipés, encouragés, ils peuvent toujours nous sauvegarder. Parce que je dis une chose, les États-Unis passent pour être une des premières puissances au monde. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont arrêté de former les leurs. Jusqu'aujourd'hui, aux États-Unis, on forme les soldats. Pareil pour les autres nations. Nous aussi, nous devons faire pareil. Nous savons que nous sommes une belle femme. La République démocratique du Congo, c'est une merveille. Nous avons plusieurs voisins à de velléités expansionnistes qui veulent nous chipper, qui veulent nous voler, etc., etc. Alors, pour mettre fin à tout ça, nous devons participer, nous tous, à pouvoir recréer une armée réellement nationale, républicaine, professionnelle, dissuasive, pour que nous soyons ce Congo-là qui est réputé leader en Afrique centrale et pourquoi pas au niveau du monde. Merci, recréer l'armée. Est-ce que le problème que nous avons eu avec Mouzé, qui a fait recours à d'autres armées pour chasser Mobutu, aujourd'hui, nous faisons recours également à la force régionale, par exemple. Est-ce que nous n'allons pas retomber dans ce même problème-là? Non, non, mais je pense que Siméon nous a essayé de nous amener un peu loin de notre sujet. Moi, je pense que nous devons consolider la démocratie. Et l'armée est justement un des instruments de gouvernance qui garantit à un certain moment la démocratie. Donc, le développement du pays ici, comme Eric a dit tout à l'heure, on peut avoir une armée formée, dissuasive surtout. Pas seulement une armée qui tue, qui va contre les voisins, mais si on peut aujourd'hui nous faire respecter, comme par le passé, par nos voisins, je pense que nous aurons à créer à l'interne des conditions de développement. Il y a par exemple le projet, Eric a parlé des élections, mais moi je parle de développement, 145 territoires où les écoles et des centres de santé et des bureaux administratifs sortent des terres. Et imaginez qu'on puisse garder ce cap-là pendant 50 ans. On pourra résorber un certain retard en matière de développement. La démocratie, c'est aussi la paix, mais j'ai dit les infrastructures, le bien-être social, mais c'est aussi la liberté des droits des personnes. Cher Siméon, les gens de Lubumbashi ont le droit de penser autrement que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. C'est de leur droit. Que Katumbi parle aujourd'hui, moi je l'ai suivi sur, je crois, France 24, excusez-moi de citer la concurrence, il a condamné cette agression. Vous aimeriez peut-être qu'il utilise vos propos, vos mots, qu'il les dise avec vos mots. Aucun Congolais digne de ces noms ne peut soutenir ce qui se passe à l'Est. Parce que si Laurent Désiré est venu corriger les erreurs de Mobutu, fallait-il payer 12 millions de morts juste pour qu'un seul homme ne parte? Non, je pense que moi, je préférerais rire encore ce qu'on avait avant, parce qu'on n'avait jamais eu ce qu'on a eu dans ces pays, à l'est de la République démocratique du Congo, même à la porte de Kinshasa, à Kwamutu. On n'a jamais connu ça. C'est-à-dire nous devons aimer ces pays, nous devons consolider la démocratie pour laquelle le monsieur tel que Étienne Tshisekedi et tous les 11 parlementaires et tous les autres, eux se sont battus. Je ne parle pas de l'indépendance, je parle de la démocratie. Il y a des gens ici qui se sont battus pour ça. Pour que les gens puissent avoir le droit de dire au président de la République, je ne vois pas les choses comme toi. Et qu'il n'est pas arrêté, il rentre chez toi, il dort. Le président de la République actuelle est héritier de ces combats-là. Héritier et acteur à la fois de ces combats. Je vois très mal aujourd'hui que la jeunesse de l'UDPS, qui avait programmé la marche, le premier jour de la programmation de la marche
je ne sais pas, ce bloc-là, je ne sais pas, on l'appelle, le bloc patriotique, et la marche repoussée au 20 qui reprogramme la même marche, et on attend le gouverneur de la ville de Kinshasa, excusez-moi pour ce raccordement frauduleux, nous dire encore que la marche n'aura pas lieu parce qu'il y a deux camps opposés. Et là, je dis la démocratie en danger. Notre démocratie risquera d'être en danger. Qu'on laisse les gens de Lubumbashi, selon l'expression consacrée, qui se cassent les dents, qu'ils obtiennent un succès quelconque. Ça ne fera que raffermir la démocratie congolaise. Ils ont une opinion à mettre, ils veulent marcher contre la vie chère, ils ne sont pas d'accord avec la gouvernance actuelle. Écoutez, ils ont quel projet? C'est pas ça le débat, hein, la marche. Je m'en excuse. Ils ont quel projet qui la porte devant la population? L'année prochaine, la population va se décider si c'est Fatih ou c'est quelqu'un d'autre. Cette année, voilà, autant pour moi. C'est-à-dire que je crois que les gens sont morts. Les chrétiens ont marché ici. On a fermé la conférence nationale. Pour cette conférence, les gens étaient morts. Et à un certain moment, nous devons, par respect à la mémoire de toutes ces personnes qui sont tombées, laisser la démocratie fonctionner. Et pour que nous ayons des conditions maximales d'exercice de l'action démocratique, nous devons être sécurisés, notamment par nos forces armées, qu'on réhabilite des centres, avant d'en construire d'autres, réhabiliter les centres de formation. Je parlais ici de Kotakoli, qui est en état de délabrement avancé, et tous les autres, pour ne pas parler de tous les autres centres, c'est à ici, Kibomango. Kibomango est spolié. Comment? Le terrain. Le terrain de Kibomango aujourd'hui est occupé par des particuliers. Mais imaginez qu'il y a un champ de tir. Les militaires doivent s'exercer au tir et à tous les autres. Comment on peut avoir des militaires bien formés si même leurs propriétés, les propriétés des militaires qui sont classées secret défense où personne ne peut mettre pied, spoliés, et des gens là détiennent des titres de propriété. Mais il y a un problème, madame. Il y a vraiment un problème. Merci Sensei Kabien, que je voudrais paraphraser à ma question par rapport à le recours aux armées étrangères. J'aimerais paraphraser Serge. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis contre le fait que la jeunesse de l'UDPS, je suis contre le fait que la jeunesse de l'AVC, les partis au ministre Boudimbo, disent qu'ils avaient déjà écrit à l'hôtel de ville pour qu'ils puissent aussi marcher le 20 mai. Non, mais ils peuvent choisir une autre date. Ce n'est pas quand même l'UDPS qui doit venir affaiblir ou faire souffrir la démocratie. Ce n'est pas l'UDPS. Ils ont milité 37 ans, 38 ans, 40 ans durant pour la démocratie, pour la liberté d'expression, la liberté d'opinion, le respect des droits de l'homme. Ce n'est pas pendant le règne de Félix Tshisekedi, le fils au Sphinx, que nous devons vivre les anciennes pratiques que nous avons condamnées sous le régime Kabila. En tout cas, je m'érige en faux contre cette pratique. Si le secrétaire général de l'UDPS est en train de nous suivre, qu'il recadre en tout cas sa jeunesse, qu'il dise à sa jeunesse de ne pas marcher le 20 mai. Ils peuvent choisir une autre date. Même si c'est cette jeunesse qui avait écrit à l'hôtel de ville avant le bloc de Lubumbashi. Mais parce que ce bloc a déjà choisi le 20 mai, eh bien, qu'ils s'émulient, qu'ils choisissent une autre date. Ils ne vont rien perdre. Alors, sinon, ça sera une honte pour notre démocratie. Ce n'est pas l'opposition qu'on verra, mais c'est le chef de l'État qu'on verra. C'est sous son règne, c'est pas sous son règne quand même que nous devons vivre de pareils spectacles. Ça fait quand même la honte. Parce que tu sais qu'elle dit à militer 37 ans, 40 ans, durant, je vais le dire tout à l'heure, pour la démocratie. Il ne faudra pas qu'on puisse quand même vivre ça. Ça ne sert à rien. Nous rendons à l'hémicycle du Palais du Peuple avec ces annonces de décision du président de l'Assemblée nationale. Les députés absentéistes seront sanctionnés. On va soit rabattre leur salaire ou les invalider. C'est ça. Alors Eric, quel commentaire vous faites par rapport à ça? Ah ben, les élus du peuple, ce sont eux qui nous produisent des lois. Et les lois, c'est ce qui permettent aux uns aux autres de pouvoir s'accorder pour être gérés au niveau supérieur, tout comme au niveau de la population. Alors, ils doivent aussi faire preuve de gens
qui respectent eux-mêmes ce qu'ils produisent comme loi. Alors, dire qu'ils seront sanctionnés ou ils auront le rabattement des émoluments, des salaires et tout ça, ou qu'ils peuvent subir même l'invalidation, on verra ce que ça va arriver. Mais en réalité, pour moi, le Parlement, ici, nous, populations, nous attendons plutôt ce qui devrait être prioritaire. Et la priorité pour moi, particulièrement ici, c'est plutôt le vote de la loi portant répartition de nombre de sièges par circonscription électorale. Cette loi-là, en fait, c'est l'addendum de la loi électorale. C'est l'ajout de ce que devra apporter le Parlement à ce qui a été voté autrefois comme la loi électorale. Mais seulement, cette loi de répartition du nombre de sièges par circonscription électorale, on le fait juste lorsqu'on a eu déjà la taille de l'électorat, c'est-à-dire les gens qui vont voter, c'est-à-dire sur base du fichier électoral qui est en construction au niveau de la CENI. Ici, moi j'aurais voulu que l'on puisse priorité. Pourquoi je le dis? Nous avons chaque année 2 sessions qui sont ordinaires. La session de mars qui commence le 15 mars pour se clôturer le 15 juin. Ça sera le cas pour cette fois-ci. Nous sommes à quelques jours du 15 juin. Mais si jamais on clôturait la session, on sera obligé soit de convoquer une session extraordinaire avant, parce que la session ordinaire qui viendra, ça sera la session de septembre. Or, je suis en train de noter que la session de septembre devra aussi s'ouvrir le 15 septembre pour se clôturer le 15 décembre. Or, en ce moment-là, ça sera vraiment la bataille rude pour aller aux élections. Et j'imagine qu'au niveau du Sénat, il y a aussi des gens qui voudront être compétiteurs lors de futures élections prévues en décembre. Donc là, j'en appelle aux députés particulièrement de pouvoir activer soit le gouvernement qui a pour conseillère particulière la CENI à apporter le projet de loi portant à repartir le nombre de sièges. Pour moi, c'est essentiel parce que sinon, ça sera terrible. Déjà, je le dis pourquoi. Oui, je le dis pourquoi. J'ai dit ici, pendant l'émission, qu'il y avait des coins qui, de manière absolue, n'ont pas vu venir la CENI pour enrôler. Je prends le cas de Rutshuru. 2006, Rutshuru a eu 8 sièges pour la députation nationale. Pendant que Massis, il y en avait 7. 2011, c'était pareil. Rutshuru a eu aussi 8, Massis 7. 2018, Rutshuru 8, Massis 7. C'est-à-dire que ça s'est répété 2006, 2011, 2018. Mais le Parlement national devra lever l'option, puisque cette fois-ci, à cause de conflits armés, la CENI n'a pas pu être là-bas pour enrôler la population. Va-t-on garder le même nombre de sièges qui s'est répété 3 fois, ou ça devrait être le Parlement qui devra se prononcer. Ça sera une option politique à lever. Bon, puisque ça s'est répété, on maintient. Ou qu'on verra dans quelle mesure résoudre le problème. Mais c'est à ça que nous attendons. Mais je ne suis pas encore satisfait des sujets abordés. Aujourd'hui au Parlement, on parle de quoi? Je suis même étonné qu'il y ait des absentistes. Non, je suis même étonné. C'est des grandes personnes, c'est des grandes, je dirais même grandes personnalités. Être député national, ce n'est pas rien. Ils doivent respecter, ils doivent venir au travail qui est le leur, c'est-à-dire aller voter des lois, contrôler l'action du gouvernement. Alors, au lieu de parler de cette loi-là, qui est attendue, vivement attendue pour permettre à ce qu'il y ait des bonnes élections au moment venu et tout ça, nous sommes en train de parler des sujets moins importants. Oui, des dispositions légales qui touchent un peu à la famille. On parle polygamie, on parle... Je crois que les chiens. Oui, ça ne va pas. Je veux bien, sous d'autres cieux, il y a des chiens qui peuvent alerter lorsque quelqu'un a des problèmes d'épilepsie. Je veux bien, mais nous, pour nous, je pense que la sécurité de notre population doit être une priorité. Chers députés nationaux, nous vous respectons, nous voulons que vous puissiez vous aussi respecter les lois que vous produisez vous-même. Ne donnez pas l'impression que l'absence au travail est une bonne chose. Non, c'est une tare, ce n'est pas une valeur. Nous voulons vous voir au travail pour nous permettre d'avoir, notamment pour ces cas-ci, la loi portant répartition du nombre de sièges. Nous attendons ça. Et il faut arrêter. Parce que demain, vous savez, si jamais ils ne votaient pas, nous serons dans des problèmes ici et on risquera de faire porter les chapeaux à la CENI qui, à mon avis, jusque-là, fait des preuves de pouvoir amener les gens aux élections. Merci Eric. Alors, vous êtes aussi d'avis, même avis que Eric, qui parle de la priorité qui est ailleurs, les députés... On parle polyandrie, moi je crois que... épouser des femmes. Moi, je crois que les députés sont payés pour faire leur job, je le dis un peu de manière simpliste, et qu'on suspende ou qu'on donne de peine à des députés qui ne viennent pas travailler. Mais ça ne devait pas faire l'objet d'une discussion. Ce n'est pas une actualité, ça fait partie de la marche, bonne marche
l'Assemblée. Et le dire comme ça cacherait quoi? Parce qu'il y a le règlement intérieur qui établit la manière dont le député devait se comporter, devait travailler. S'il y a des gens qui ne le respectent pas, faudrait-il faire des effets d'annonce ou carrément les écrire pour les alerter, prévenir et sinon sanctionner? Parce qu'il y a eu un précédent avec mariage ou quoi, mariage Mouchobé quoi, merci. Qui s'est plaint, qui s'est dit victime d'une certaine mauvaise foi de la part des autorités des politiques et de l'Assemblée nationale. On n'aimerait pas voir ces genres de comportements qui frétrisent l'honneur de cette institution, deuxième institution du pays. C'est pas quelque chose à négliger. Et que les députés eux-mêmes savent, s'ils sont là parce qu'ils étaient élus, qu'ils sont dans l'obligation. Eric ne doit pas leur rappeler leur devoir. Ils sont aujourd'hui dans l'obligation de traiter cette matière. De traiter en priorité cette matière de manière à fixer l'opinion et le prétendant au poste qui vont présenter leur candidature sur les possibilités qui s'offrent. Alors, à ce moment, chacun pourra mesurer ses forces pour se dire je pourrais déposer ma candidature ou pas. C'est sérieux, c'est l'avenir du pays. Donc, les députés ont la responsabilité aujourd'hui de sauver la démocratie et de sauver la nation. Ils doivent faire leur job. Ils sont payés, je ne vais pas répéter le montant ici, mais nous savons combien ils sont payés. Et vous ne devez pas rester à la maison et continuer à percevoir et le véhicule et l'argent à la fin pour demander des sessions extraordinaires. Nous savons comment ça se passe. Et après, on dira que il y a des excédents au niveau du budget, au niveau de l'Assemblée nationale. Non, le président Bosso doit sévir. Quand il y a des gens qui ne viennent pas, ils viennent pas. Ils prennent peut-être leur assistant ou qui vont le remplacer et faire mieux le travail suppléants. Parce que le suppléant feront peut-être mieux le travail parce qu'il est disponible. Et voilà. C'est-à-dire, aussi pour terminer, nous allons aux élections. Chers Congolais, regardez qui voter. Si vous devez voter quelqu'un parce que, moi la vie à quartier Nabino, moi la quartier Nabino, pour Boye Banina et pas Zara Bambongo. Voilà le résultat. À l'Assemblée, on se plaint quand il faut travailler. Le travail de l'Assemblée, c'est pas seulement la plénière. C'est plutôt le plus grand travail en commission, où on traite des dossiers. In fine, on l'apporte à l'Assemblée pour validation. Mais quand, là, il faut traiter les dossiers, les députés ne sont pas là. Comment on va aider ces pays? Comment nous allons avancer? Merci, c'est un élément à prendre en considération pour les prochaines élections. Siméon, c'est une décision politique pour certaines personnes. Non, la décision n'est pas politique. Vous savez, madame, c'est elle n'est pas politique. Claudel Lubaya, Délice Sanga, Janine Mabunda, Zekouye, Louise Munda, Raphaël Kibuka, ces députés se jouent de nous. Ils se jouent de nous. Nous sommes leurs chefs. La priorité ailleurs. J'ai dit nous. Comme la répartition des sièges. J'ai dit nous sommes leurs chefs. Ils se jouent de nous. Nous leur avons donné le mandat pour qu'ils puissent nous représenter. Mais c'est quoi qu'ils sont en train de faire à l'Assemblée? Janine Mabunda, depuis qu'elle a été destituée, elle se présente presque pas. Elle se présente presque pas. Elle mérite la validation. Elle le mérite. Mais Délice Sanga, depuis qu'il s'est fait opposant imaginaire, il ne se présente presque plus. Claudel Lubaya, son travail c'est sur les réseaux sociaux, Twitter, tout le temps. Ils sont nombreux. Donc ils sont nombreux. Ils méritent l'invalidation. Ce n'est pas la priorité, mais c'est le respect du règlement. Pour bien travailler, il faut aussi faire respecter les règlements. Les règlements doivent être respectés. La priorité, comme Eric Iziami l'a dit tout à l'heure, nous attendons la loi sur la répartition des sièges. Et c'est vrai que du côté de la CENI, il y a un travail qui est déjà en train d'être fait. L'audit du fichier électoral avec les experts qui ont été sélectionnés par la CENI, les 3 Congolais, les Sud-Africains et Maliens, ils sont déjà en train de faire leur travail, de l'audit externe du fichier électoral. Après cette étape-là, l'Assemblée va nous produire la loi sur la répartition des sièges. C'est ce que nous entendons
Parce que nous voulons aller aux élections au 20 décembre. La CENI est déterminée à nous produire de bonnes élections le 20 décembre. Et donc, nous attendons ça des députés nationaux. On n'est pas dans les tralala, la dot, les chiens, on doit faire ça. Non, ça, ce sont des tralala. Ça prouve que nos députés sont tombés bas. Merci, ils ne savent quoi faire à l'Assemblée, ils sont tombés bas. Nous attendons l'essentiel, les lois importantes pour la vie de la nation. Merci Siméon, puisque nous l'avons annoncé, le RDC classé parmi les 10 pays africains les plus riches. On parle des produits intérieurs bruts, une augmentation. Hein. Eric, votre commentaire, mais beaucoup plus... pays riche, je sais que nous avons toujours été un pays riche, mais dans la manière dont la création, où Dieu a donné, mais bon, nous ne le sommes pas encore de manière vivable comme ça. Est-ce que sommes-nous riches? L'ami est venu en retard parce que, semble-t-il, il était bloqué, lui, dans les embouteillages. Ça veut dire que les quelques routes nous léguées par le Belge, nous, on n'a pas créé d'autres. La richesse, c'est aussi ça, créer à ce que nous puissions avoir un bon logis chacun, la route, la circulation, l'hôpital, l'école, etc. Est-ce que nous les avons? Non, non. On est encore très loin à parler de la richesse de manière vivable comme ça. Si c'est à l'état potentiel, c'est que Dieu nous a donné, j'en conviens. Mais dans la manière de vivre d'un chacun de nous ici, nous ne sommes pas riches. Et puis, il faut dire, je reviens sur ce qui était prioritaire pour moi, c'est-à-dire la loi portant répartition du nombre de sièges. La CENI, pas plus tard qu'il y a 2 jours, a déjà tout validé pour attendre l'électorat. À partir du 25 juin 2023, la CENI va faire appel aux différents compétiteurs pour venir déposer leurs différents dossiers pour être retenus comme candidats à plusieurs échelons. Mais c'est des choses qui doivent être priorisées parce que en dehors de l'Assemblée nationale, encore faut-il que cette loi-là soit étudiée ou examinée au niveau du Sénat. Lorsque c'est voté en 2 termes identiques, c'est alors que ça va aller pour être promulgué et ça devient une loi. On publie ça sur le journal officiel. Donc ça urge, chers élus, faites du bon boulot parce que nous ne voulons pas faire perdre aux Congolais ces rendez-vous-là du 20 décembre et nous attendons. La CENI vous attend, tout le monde vous attend. Les plus riches. Nous sommes là, c'est la question. On aurait dû commencer même par ce sujet-là. Et je crois que ceux qui donnent ce genre d'informations devraient être un peu plus prudents. Je me pose la question, ils prennent quel indicateur pour parler des richesses du Congo? On parle de la production si en termes de potentialité, nous sommes riches. Mais quand on parle de la richesse, pendant qu'il y a pénurie de maïs dans ces pays, les gens ne mangent pas. C'est riche, quand il pleut, il y a 500 personnes qui meurent et c'est près de 5000 disparus, portés disparus. Mais quand on confronte un peu cette réalité, c'est ce qu'on dit là à la réalité. Je ne suis pas pessimiste, mais je me dis, s'il y a des efforts à faire, nous devons rester modestes pour dire qu'il y a des avancées, mais pas de cette façon-là. On est riche en quoi? Le revenu annuel d'un Congolais lambda, c'est situé à combien? Les journalistes se sont payés combien? Combien d'emplois sont créés au regard des diplômés qui sortent des universités aujourd'hui? Alors, quand on avance des choses comme ça, est-ce pour la propagande? Et ce n'est même pas aider les chefs de l'État parce que ça va susciter des discussions auprès des gens sensés qui vont comprendre qu'on rentre dans une forme de démagogie qu'on aimerait vraiment nous faire boire à n'importe quoi. Donc, il faut faire très attention à ce genre de déclarations. Alors, on termine avec Siméon. Votre analyse par rapport à cette merci de la question. Je crois que Serge et Eric ont presque tout dit sur cette question-là. J'ai retenu quelque chose d'important chez Eric. Il a dit la richesse, c'est aussi la création. Pas utiliser seulement ce qu'on a trouvé, ce qu'on a hérité des Belges, mais aussi créer, construire nos propres routes, des infrastructures et consorts. C'est là que je voudrais féliciter l'État congolais parce qu'il y avait un port qui a été abandonné à Kinkole. Mais aujourd'hui, ce port-là est transformé en port de pêche. Il y a eu un port qui a été transformé là-bas. Il y a eu de nouveaux bâtiments qui sont sortis des terres. Un débarcadère qui a été construit par le gouvernement congolais via le ministère des pêches et l'élevage. Ce bâtiment sera inauguré le 24 juin par le chef de l'État. Et donc, on donne aux pêcheurs congolais, aux pêcheurs de Kinshasa, un cadre de travail. Je crois que ce sont des images très prochainement qu'on peut balancer pour nos téléspectateurs. Ils verront combien c'est beau. C'est les résultats du travail. C'est ça même les bilans. On donne un beau cadre de travail aux pêcheurs. Ils savent pêcher,
ils savent vendre dans des conditions humaines. C'est ce port-là qui va aider les bateaux de pêche qui sont déjà en construction. Parce qu'il faut les signifier comme ça à l'intention des Congolais. Il y a plusieurs bateaux de pêche qui sont déjà en construction en Espagne et en Turquie. Bientôt, nous allons accueillir ces bateaux ici chez nous en RDC. C'est à ces ports que les bateaux vont accoster pour pouvoir décharger le produit. Et donc, le 24 juin, le chef de l'État va inaugurer ces débarcadères modernes. Merci, ce sont donc, vous l'avez déjà dit, ce sont donc des actions à saluer. On a réussi à transformer nos potentialités en richesse. C'est cela que nous voulons. C'est pourquoi il faut féliciter l'État congolais, particulièrement le ministre des Pêches et Élevage. Merci. J'ai cité Adrien Bokele. L'émission est finie. Merci Serge Teka. Eric Izam, merci. Siméon, merci. Merci à nous, à Pezo, Moro Nzambe. Merci à Doudou Montiri, l'homme de Mongafula. Merci à vous, fidèles téléspectateurs et auditeurs. Demain à la même heure, les rendez-vous est pris. Au revoir.